Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal du week-end. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. Les Monégasques se sont inclinés cet après-midi face à l'Équateur à l'occasion de la deuxième journée de Coupe Davis. Plus d'informations autour de leur performance dans quelques instants. L'AS Monaco FC se rend en Bretagne ce dimanche à 13 h pour affronter le FC Lorient. Alors dans quel état d'esprit sont les joueurs et l'entraîneur avant ce match alors qu'ils sont premiers au classement de la Ligue 1 Uber Eats? La réponse à suivre. C'est la reprise ce week-end de la Betclic Elite pour la Roca Team. Le joueur Yacouba Ouattara sera notre invité pour nous dévoiler les ambitions des Rouges et Blancs pour cette nouvelle saison. On prendra ensuite la direction de New York pour retrouver notre envoyée spéciale Alexandra Pani. Elle nous fera découvrir une collection unique de montres vendues aux enchères, vous le verrez, pour la bonne cause. Comment sera le monde en 2024 sur le plan économique? Pour nous le dévoiler, Jean-Pierre Petit, économiste, sera présent sur notre antenne. Et pour finir, direction la Monaco Classic Week. Il s'agit d'un rendez-vous unique au monde qui réunit durant 3 jours les plus beaux navires d'époque. Mais nous débutons cette édition avec le Waterbike Challenge qui s'exporte en Afrique du Sud. Cette course de vélo sur eau a été lancée par la Fondation Princesse Charlène, une compétition au cœur d'un week-end de formation et de sensibilisation autour de la sécurité aquatique. La Princesse Charlène est sur place pour assister à cette duplication des projets phares de sa fondation, qui plus est dans un pays cher à son cœur, l'Afrique du Sud, où nous retrouvons Sylvain Pérumal et Patricia Navarro. Oui, c'est ici, au cœur d'une végétation luxuriante, dans l'immense resort de Sun City, que la branche sud-africaine de la Fondation Princesse Charlène a choisi d'organiser un grand événement destiné à récolter des fonds. Sun City est un complexe qui a été créé à la fin des années 70. Les plus grandes stars, dont Michael Jackson, y sont passées. Et il reste aujourd'hui un lieu où les familles aiment venir s'y divertir à moins de 3 heures de route de grandes villes comme Johannesburg ou Pretoria. Et c'est dans l'une des piscines de l'établissement que des cours de natation ont été prodigués à des enfants d'écoles de la région. The very first things we teach them is survival swimming. So if they happen to fall in, how they can actually keep themselves safe until help arrives. But with other sessions that the children will be invited to, the lifeguards that are stationed at the Sun City pools, they will be able to get more lessons until they get more confident to be able to swim on their own. But in our country, where there are so many people that don't know how to swim, haven't had the opportunity. About 10 years ago, we voted for the Princess, Her Serene Highness, Princess Charlene, to be the patron of Life Saving South Africa. And over the years, we have collaborated to run many learn to swim programs and water safety education. Et ce sont au total, depuis 2016, plus d'1 million de personnes, majoritairement des enfants, qui ont ainsi appris à nager dans toute l'Afrique du Sud, où les cours de natation ne font pas partie de l'enseignement obligatoire. La princesse Charlène, qui a rejoint Sun City vendredi, est allée à la rencontre des jeunes apprentis nageurs et elle donnera ensuite le coup d'envoi d'une course de charité, un Waterbike Challenge avec des célébrités sud-africaines pour récolter des fonds au profit de la branche sud-africaine de la fondation qui porte son nom. Et demain, dimanche, dans le 18h30, vous pourrez suivre un focus info complet sur le Waterbike Challenge sur le lac de Sun City, en présence toujours de la princesse Charlène. Nous ouvrons à présent une large page de sport. Malgré une rencontre à domicile devant leur public, les Monégasques se sont inclinés face à l'Équateur en ce deuxième jour de Coupe Davis. Les explications d'Émilie Flamin. Une deuxième journée qui avait mal commencé avec le match de double qui ne s'est pas passé comme on aurait pu l'espérer. L'équipe de Monaco, invaincue jusqu'à là en Coupe Davis, en 7 matchs et 7 victoires, s'est sèchement inclinée 2-7-0, 6-4, 6-2. On n'a pas trouvé les clés. Après, c'est vrai que ça se joue à quelques détails, quoi. Donc je suis vraiment triste qu'on ne puisse pas ramener le point
était un petit peu décisif, mais c'est loin d'être fini dans la rencontre. Mais voilà, je suis triste parce que c'était notre partie du travail à faire. En début d'après-midi, Valentin Vachereau a démarré sa rencontre de simple. Une rencontre décisive car l'Équateur menait 2-1 jusqu'à là. Il perd le premier set 6-1. Le match est interrompu par la pluie après le premier jeu du deuxième set. S'en sont suivis des discussions, fermeture et réouverture du toit puisque les Équatoriens ne voulaient pas jouer sous le toit. Finalement, la décision du superviseur est tombée. La rencontre va commencer à 4 heures sous le toit. Le jeu reprend. Une reprise synonyme d'espoir pour Valentin Vachereau avec un deuxième set à 6-1 pour le Monégasque. Jeu deuxième manche, Monaco 6 und 7-1, 1-7-0. Malheureusement, le retournement de situation en faveur des Monégasques aura été de courte durée, avec un troisième set catastrophique pour Valentin Vachereau qui s'incline 1-6. Le troisième set, c'est comme le premier set, hein, il n'a pas fait beaucoup de fautes directes. Voilà, moi, malheureusement, j'ai raté vite sur mon premier jeu de service, qui fait qu'il a fait la course devant 2-0, 3-0. Et là, c'est dur quand lui, il sait qu'il peut ramener le point décisif pour son équipe et il va rien lâcher. Moi non plus, j'ai essayé jusqu'à la fin. Voilà, je me suis peut-être un petit peu frustré, mais c'est difficile après une journée mentale comme ça, attendre, revenir, changer de conditions 3 fois. Mais voilà, c'est comme ça, on reviendra plus fort, j'espère. Défaite donc pour les Monégasques, mais la Coupe Davis n'est pas terminée. On attend désormais de connaître le prochain adversaire pour les barrages de ce groupe 2. Tirage au sort prévu début octobre. Dans une forme olympique, c'est vrai, depuis le début de saison, avec déjà 4 passes décisives au compteur, le défenseur de l'AS Monaco FC, Caio Henrique, s'est présenté en conférence de presse avant le déplacement à Lorient dimanche. Je vous propose de l'écouter à propos du début de saison des Rouges et Blancs. Creo que el equipo ha mejorado mucho el tema mental. Somos muy agresivos en este comienzo de temporada, ¿no? Y eso yo creo que toda la gente puede notar en el campo, ¿no? El equipo está haciendo un gran trabajo, sobre todo en el día a día, buenos entrenamientos, todos los jugadores intentando ayudar al máximo al equipo y estamos todos muy contentos. Y vamos a seguir trabajando porque sabemos que la temporada es muy larga, ¿no? Vamos a tener partidos muy difíciles ahora y claro, pensando partido a partido, tenemos un partido muy importante contra Lorient, un partido que va a ser muy duro, ¿no? Y esperamos sacar 3 puntos de ahí. Content de retrouver la compétition après la trêve internationale de septembre, le technicien monégasque s'est lui aussi exprimé juste avant le déplacement périlleux à Lorient dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Il sait d'ores et déjà que ce match sera très difficile. Écoutez-le. Yeah, we have a short time for preparing the team against Lorient, but in the end, I hope that we stay in our good run. But in the end, it's very, very important, the first game after the national team break, that we keep going our performance. But in the end, we have to bring our best performance on the pitch against Lorient, because Lorient, they had a really good start last season. They had a fantastic starting in the season, and now they have 5 points. Especially at home, they are really strong because they have 4 points, 4-1 against Lille, a great victory, a draw against Nice, and they had a draw in their first game away against Paris. So we have to be careful about Lorient, and we have to bring our best performance on the pitch, because it's not so easy to beat them. Une rencontre très attendue donc, alors que Monaco est pour l'instant premier au classement général de la Ligue 1 Uber Eats. Nous partons à présent en direction de Singapour où se déroule le 15e Grand Prix de la saison. Alors que Charles Leclerc avait obtenu la pole position l'an dernier, il termine cette fois-ci à la 3e place des qualifications. L'autre Ferrari de Carlos Sainz est en pole, suivi de George Russell qui vient placer sa Mercedes en 2e position. La première ligne ne sera donc pas 100% rouge. La course est prévue demain dimanche à 14 h. Nous vous donnerons les résultats évidemment dans notre édition de 18 h 30.
Nous y voilà, le championnat de France de rugby à 7 a repris ce vendredi du côté de Clermont. Et qui dit in extenso Super Sevens dit défense de son titre pour le Monaco Rugby Sevens. Sacré l'an dernier, les hommes de Jérémy Ecardi nourrissent à nouveau de grandes ambitions pour cette nouvelle édition. Mais ils ont malheureusement buté hier soir contre l'Union Bordeaux-Bègles lors de la finale de la première étape dans un match très serré 17-19. Ils terminent donc deuxième du classement de la première étape et affronteront Oyonnax à l'occasion des huitièmes de finale pour l'étape de Lyon prévue vendredi prochain. Je vous rappelle que les phases finales auront lieu le 22 octobre à Paris à la Défense Arena. La Roca Team reprend le chemin de la Betclic Elite avec le début du championnat ce samedi. Yacouba Ouattara est l'un des éléments clés après plusieurs années passées dans le club de la Principauté. Capitaine de l'équipe qui a remporté la Coupe de France et le championnat de France la saison dernière, Yacouba Ouattara, 31 ans, a d'ailleurs prolongé son contrat ce mercredi et va débuter sa 8e saison sous les couleurs de la Roca Team. Émilie Rousseau a pu l'interroger autour de plusieurs thématiques. Bonsoir Yac. Bonsoir. Tout d'abord, comment ça va? Votre été a été bien rempli avec la Coupe du Monde de basket. Bon, écoute, ça va. On a repris hier. J'ai eu une semaine de repos entre la fin du mondial et hier, donc non, j'ai eu le temps de me reposer un peu. Au-delà du résultat, comment vous l'avez vécu ce mondial? Mitigé, on va dire. C'était ma première expérience, donc pour ça j'étais content de découvrir le nouveau mondial. Mais derrière, avec les résultats qu'on a eus, il y a eu pas mal de frustration et de déception, je veux dire. Parlons du championnat tout d'abord, parce qu'il reprend ce samedi. Pour vous, quelles sont vos ambitions? Il y a un titre à défendre, le titre de champion de France. Ouais, on a le titre à défendre. Nos ambitions, elles sont très élevées. On va essayer de faire mieux que la saison dernière, même si on sait que ce ne sera pas chose facile. Mais il faut toujours aller de l'avant, donc essayer de faire mieux. Et en Euroleague, fini le statut de rookie. Maintenant, la Roca Team a montré qu'elle a inscrit son nom parmi les plus grandes équipes européennes, selon vous? Ouais, oui, clairement, avec notre participation au Final Four. Cette année, on va essayer de faire de se qualifier aussi pour le Final Four. Il n'y aura pas d'effet de surprise. Maintenant, on sera attendu, je pense. Et pour cela, Monaco s'est bien renforcé. Vous connaissez les nouvelles recrues? Bien sûr. Racontez-nous un petit peu le profil un petit peu de chacun des proches que vous avez. Il y en a un qui était avec vous au mondial. Ouais, il y a Terry qui était avec nous, un très fort défenseur. C'est un bon shooter, c'est quelqu'un qui joue bien sans le ballon et qui sacrifie beaucoup pour l'équipe. On peut citer aussi Kemba Walker. Ouais, Kemba Walker, bon lui, je pense qu'il n'y a pas trop à le présenter. Tout le monde, je pense que tout le monde le connaît et puis sa signature a fait beaucoup de bruit cet été. C'est une chance d'avoir un joueur de ce calibre dans l'équipe. Mais c'est important aussi, Yac, de garder cette ossature, cette équipe qui est là depuis quelques années déjà et qui fait ce que l'AS Monaco Basket est devenu maintenant. Ouais, c'est très important parce que comme ça on reste sur de la continuité. Le noyau dur de l'équipe il se connaît déjà et ça sera beaucoup plus facile pour intégrer les nouveaux joueurs. Mais on ne repart pas de zéro, quoi. Ouais, on est bien prêt en tout cas à vous suivre tout au long de la saison. Merci infiniment Yacouba Ouattara de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Un mot de mode pour poursuivre ce journal. Il y a 5 ans, Pauline Ducruet lançait sa marque de vêtements éco-responsables et unisex, Alter Designs. Vous aurez l'occasion de retrouver sa collection à l'Hôtel de Paris du 21 au 23 septembre. Le pop-up store sera ouvert de 11h à 20h. Profitez-en. Quelques images à présent du spectacle organisé par la Sûreté publique hier soir à l'espace Léo Ferré. Une soirée faite en interne par les personnels et dont les bénéfices reviendront aux bonnes œuvres de la Sûreté publique. Les nouvelles d'Amérique, c'est maintenant sur Monaco Info. Alexandra Pani, bonsoir. Alors, vous nous faites rêver cette semaine avec une collection unique de montres, une exposition visible jusqu'à ce dimanche pour ceux qui seraient évidemment de passage à New York.
Bonsoir à vous, je vais effectivement vous éblouir aujourd'hui. Tous les 2 ans, OnlyWatch réunit les plus grandes maisons horlogères pour une vente aux enchères de modèles créés tout particulièrement pour l'occasion et vendus bien sûr pour une bonne cause. Je vous amène découvrir ces précieux lots exposés chez Christie's à New York. Du marbre pour Bulgarie, une map monde sur fond océan pour Breguet ou encore une fleur au saphir arc-en-ciel chez Hublot. Des pièces qui rivalisent d'originalité et de technicité. 62 maisons ont répondu présent pour cette 10e édition d'OnlyWatch et proposent un ou plusieurs modèles uniques créés tout particulièrement pour l'association. Cette saison particulièrement, le niveau moyen de la collection OnlyWatch est très élevé. Christie's est partenaire de OnlyWatch depuis 2017. On a eu quand même l'occasion de faire 4 ventes aux enchères auprès d'OnlyWatch. Et on peut véritablement voir que les manufactures horlogères et les horlogers indépendants s'efforcent de créer les produits les plus créatifs, innovateurs, ce qui est vraiment super pour les collectionneurs. Je pense que personne n'aurait pu imaginer que Louis Vuitton aurait fait une pièce avec Albert Einstein figurant sur le cadran, animé en plus de ça avec la répétition minute. Vous avez aussi des manufactures horlogères qui ont décidé de s'allier à quelques artistes, Hublot avec Murakami. Et ensuite, vous avez les horlogers indépendants qui, eux, font vraiment du travail de qualité, de finition, des complications assez innovatrices. OnlyWatch est un projet qui a vu le jour en 2005, créé à Monaco par Luc Petavino. Depuis, le projet s'est largement développé et rencontre pour chaque édition un succès grandissant auprès des plus grandes marques horlogères. La vente aux enchères se déroule en Suisse tous les 2 ans et a pour vocation de soutenir la recherche sur les maladies génétiques. Donc cette édition est très prometteuse. Elle nous permettra de garder notre indépendance au niveau des projets que nous finançons. Parce que le keyword, le motto, c'est « Create beauty to do good », créer du beau pour faire le bien étant avoir les moyens financiers de soutenir la recherche fondamentale et appliquée. Et c'est vrai qu'on a 2 piliers principaux. Le premier, ça serait financer une approche au sein des institutions publiques, des universités, des hôpitaux, notamment à travers des bourses doctorales et postdoctorales, et dans le monde entier. La deuxième, qui se veut encore plus appliquée, c'est être maître de son destin. C'est-à-dire, nous avons créé des biotech dans la chimie, dans la biologie, et cette vingtaine de chercheurs, petit à petit, a cheminé vers une thérapie sur la myopathie de Duchenne, qui était l'objectif premier. Et aujourd'hui, nous sommes à un stade très avancé, puisqu'une cohorte de 12 patients a été injectée pour les premiers essais cliniques dans l'hôpital de Garches. Et le test se passe sur l'approche de la toxicité de ces molécules. Et pour le moment, c'est plutôt positif, on avance correctement. À ce jour, l'association a réuni depuis sa création 100 millions de francs suisses pour la recherche sur la dystrophie musculaire de Duchenne. Le montant de l'édition 2021 était de 30 millions de francs suisses et devrait être largement dépassé cette année. La vente aux enchères se déroulera le 5 novembre à Genève, mais pourra être suivie également en ligne et promet de réserver de belles surprises. Merci beaucoup à vous Alexandra. Et pour nous à Monaco, la collection sera à découvrir du 27 au 30 septembre à l'occasion du Yacht Show. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, était de retour en principauté pour analyser la situation économique mondiale. Quelles sont les tendances pour 2024? Pour en savoir plus, nous retrouvons tout de suite l'économiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci beaucoup d'être présent sur Monaco Info pour nous parler de la conférence que vous avez tenue dans le cadre du Monaco Economic Board. Alors, quelles étaient les grandes thématiques que vous avez pu aborder ? Les grandes thématiques avaient trait évidemment à la conjoncture mondiale, à la désinflation mondiale, aux problèmes traversés aujourd'hui par l'économie chinoise, l'émergence de l'Inde. J'ai également parlé de la situation des marchés immobiliers dans le monde et en France en particulier. Et puis j'ai tracé quelques perspectives sur la stratégie d'investissement qu'on pourrait aujourd'hui adopter à horizon court ou à horizon moyen terme, avec évidemment un focus sur le marché action mondial, un focus sur le marché obligataire, sur le marché des obligations d'entreprise, sur le monétaire et sur les matières premières.
Est-ce que l'on doit finalement être inquiet des perspectives pour 2024 alors que la plupart des pays d'Europe se serrent déjà la ceinture à tous les niveaux? Inquiet, non, mais prudent, oui. Voilà. Prudent dans les prévisions, plus prudent dans les actions, prudent dans les choix de placement, oui. Inquiet, non, la situation n'est pas très inquiétante. Au contraire, je dirais que l'économie mondiale a manifesté au cours des 18 derniers mois une capacité de résistance. Il y a eu beaucoup de chocs défavorables au cours des 18-24 derniers mois. Et pourtant, l'économie mondiale croît à peu près un peu plus de 2% l'an et c'est déjà un bel exploit. On va un petit peu plus parler spécifiquement de récession et de l'inflation que l'on vit. Alors que c'est vrai, la zone euro dont on a un petit peu loué ces derniers mois la surprenante résilience finit en réalité par voir son économie reculer alors que la plupart des économistes ne cessent depuis des mois d'annoncer une récession aux États-Unis qui ne vient finalement toujours pas. Comment l'expliquer ? Il y a plusieurs sources d'explication. La profitabilité qui est restée élevée et qui a permis aux entreprises de ne pas trop se séparer des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y a une grosse rétention du marché de l'emploi. Il faut y ajouter aussi d'autres éléments. Le fait que les ménages américains disposaient aussi d'un stock d'épargne disponible liquide qui résultait en grande partie des transferts financiers qui leur ont été transférés, qui leur ont été octroyés durant la période de Covid. Il y a aussi l'effet expansif des stratégies industrielles de l'administration Biden. Il faut reconnaître que l'Inflation Reduction Act a contribué positivement à la croissance à la fin 2022 et dans le courant de 2023. Il y a les mesures de politique expansive en Chine qui ont permis un rebond en début d'année en Chine. Donc c'est un ensemble de facteurs qui a permis à l'économie mondiale de rester en mode résistance. Alors, concernant les taux d'intérêt, c'est vrai que la Banque centrale européenne a procédé ce jeudi à la 10e hausse consécutive de ses taux directeurs en à peine plus d'un an. C'est historique, je crois. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? C'est la 10e, comme vous dites, hausse de taux directeur, mais c'est très probablement la dernière. Et c'est ça qui est important. Globalement, pour la zone euro, je pense que la zone euro est plus en difficulté, nettement plus en difficulté que les États-Unis d'Amérique, parce que les États-Unis d'Amérique bénéficient d'un surplus de croissance plus élevé grâce à leurs atouts historiques, mais également grâce à un surplus de productivité, qui est la bonne nouvelle de l'été. Contrairement à ce qu'on racontait durant Covid, il n'y a pas de grande démission aux États-Unis. Les gens se remettent au travail, pour dire les choses clairement. On a plus de croissance aux États-Unis et moins d'inflation. Il est bien évident que la situation en relatif est très défavorable en Europe par rapport aux États-Unis. Jean-Pierre Petit, c'est vrai qu'on l'a vu, la situation économique dans la plupart des pays d'Europe est compliquée. Quels sont peut-être les autres grands axes à surveiller pour espérer un bon maintien de l'économie européenne ou tout du moins une amélioration ? Ce sera les vecteurs d'amélioration, c'est quand même la désinflation qui permettra à la politique monétaire et aux marchés financiers de respirer. C'est la demande mondiale, enfin surtout la demande américaine, qui, on l'espère, va quand même rester en mode résistance. C'est que le potentiel de remontée des matières premières, notamment des matières premières énergétiques, est assez limité. Ça se passe mieux d'ailleurs que l'an dernier. Donc il y a quelques éléments favorables, mais il faut bien reconnaître que la situation va rester très compliquée, très médiocre, très poussive en Europe par rapport aux États-Unis. Il ne faut pas espérer grand-chose et dans ce tableau général, il est bien évident que la première économie de la zone euro, l'Allemagne, est en plus grande difficulté que les autres pays. Tous les postulats, tous les dogmes de la politique allemande d'Angela Merkel sont remis en cause aujourd'hui par la transformation à la fois économique et géopolitique du monde. Jean-Pierre Petit, pour conclure, c'est vrai qu'avec votre œil d'expert, j'aimerais que vous analysiez un petit peu, ou que vous nous disiez tout du moins, ce que vous pensez de la situation économique à Monaco en principauté pour cette rentrée 2023.
Écoutez, j'ai jamais de problème quand je viens à Monaco pour évoquer la situation économique. Ça se passe toujours bien, donc j'ai pas trop de crainte, même s'il y a effectivement un peu de réverbération sur ce qui se passe en France ou en Italie. L'Italie va mieux, hein. C'est la bonne nouvelle. Sur les 3-4 dernières années, l'Italie bénéficie quand même d'un gain. Alors c'est un des rares pays où la productivité ou la croissance potentielle, qui était très très basse auparavant, remonte en Europe. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle grâce aux réformes structurelles de Mario Draghi et de ses prédécesseurs, grâce aussi à la bonne stratégie de Giorgia Meloni quand même, qui est très habile en politique. Et voilà, il y a l'influence de l'Italie, il y a l'influence de la France. Grosso modo, franchement, si j'avais que les prévisions de Monaco, si j'avais que des prévisions macroéconomiques à faire sur Monaco, j'aurais beaucoup moins de travail qu'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Jean-Pierre Petit, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info concernant donc la conférence économique que vous avez animée au Monaco Economic Board. Merci, au revoir. La 16e édition de la Monaco Classic Week est lancée depuis le 13 septembre. C'est le premier rassemblement au monde à mettre à l'honneur des unités à voile et à moteur, voiliers de tradition, motor-yachts d'époque, canots automobiles anciens. Durant 3 jours, le port de Monaco accueille ces navires d'époque. Reportage signé Émilie Flamin et Hugo Comassa. Ils datent tous d'avant les années 50. 130 bateaux d'époque ont jeté l'ancre dans le port de Monaco. Parmi eux, la Magicienne. Cette vedette n'a en fait que quelques semaines, mais ses origines remontent à bien plus loin. On a recréé cette vedette de 1926 à l'occasion des 130 ans de la naissance de mon grand-père. Son grand-père, c'était François Camat, l'architecte qui a dessiné la Magicienne dans les années 20. À partir des plans de mon grand-père, on a décidé de recréer ce bateau qui, a priori, a été détruit lors de la dernière guerre. Et donc, on a décidé de le refaire tel qu'il était. C'était un bon moyen pour montrer un petit peu cette partie du patrimoine, aussi bien du dessin que des savoir-faire, de la construction en bois, etc. Dans un tout autre style, Stalka. Ce yacht, qui navigue d'habitude dans les eaux grecques, revient chez lui pour l'événement puisqu'il a appartenu à la famille princière. C'est un bateau qui date de 1971, qui a été fait pour à l'origine, qui n'était pas fait pour la famille princière et qui a été par la suite modifié pour la famille princière en 71. Et donc le prince Albert et Grace Kelly ont été sur le bateau. Voilà. Donc le nom du bateau, Stalka, Stéphanie, Albert et Caroline, les initiales de chaque prénom, quoi. C'est en 2019 que Serge acquiert le navire. Depuis, il a entrepris des rénovations tout en gardant l'âme du bateau. Donc on a gardé un maximum d'éléments d'époque, hein, donc le compas, la barre, quelques photos, les boiseries, baromètre. On a essayé de renouveler, ou quand on a modifié, c'était en gardant l'esprit du bateau, quoi. Voilà, on imagine qu'ils auraient fait comme ça, quoi. On avait peu de photos du bateau et peu d'éléments, donc ça a été dur pour nous tout ce qu'on pouvait refaire, de le faire à l'identique, quoi. Mais bon, je pense qu'on a quand même respecté le bateau. À la clé de cette biennale, des prix bien sûr, mais surtout un moyen de revenir dans le temps durant ces quelques jours. Vos prévisions météo avec Frédéric Elion avant de refermer ce journal. Bonsoir Frédéric, une amélioration est-elle prévue pour dimanche ? Bonsoir Julia, oui, aucun risque de pluie pour dimanche, toujours quelques nuages dans le ciel, mais bien moins présents qu'hier. Il fera beau toute la journée avec 22 degrés prévus le matin et 28 l'après-midi. Dimanche 17 septembre, ce sera la Saint-Renaud. Vous le savez, la princesse Charlène est en déplacement dans un pays qu'elle affectionne tout particulièrement, l'Afrique du Sud. Ce soir, nos photographes Manuel Vitali et Eric Maton vous proposent une carte postale de ce séjour. Vous allez découvrir en quelque sorte les souvenirs de voyage de la princesse Charlène. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous donne évidemment rendez-vous demain à 18h30 précisément pour une nouvelle édition riche en actualité. Bonne soirée sur les antennes de Monaco Info.